Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 5e édition du Magnifique Printemps, festival qui fait se dialoguer francophonie et paroles poétiques. Nous vous parlons en ce moment du Théâtre des Asphodèles à Lyon pour une soirée autour de la vivacité de la langue. C'est une soirée qui avait été imaginée en 3 actes et donc vous pouvez déjà, je vous invite à aller sur le site Magnifique Printemps pour écouter la lecture de l'écrivain Marie-Christine Gordien. Là, dans l'immédiat, c'est une table ronde, donc autour de la vivacité de la langue. Quand nous pensons francophonie, nous pensons souvent comment la langue française voyage, est accueillie et continue de vivre dans des pays proches ou lointains. Nous avons ce soir eu envie de questionner les choses un peu différemment, mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse la parole au modérateur de cette table ronde, Michel Knobuler. Bonne soirée. Merci aux amis de l'espace Pandora et aux organisateurs de ce magnifique printemps qui ont eu l'excellente idée d'intituler La vivacité de la langue, ce moment que nous allons passer ensemble. Il me semble que la vivacité de la langue, ça résonne bien avec ce qui est le thème de cette édition du Printemps des Poètes, donc du Magnifique Printemps, et qui est le désir. Vivacitas en latin, la vivacité, ça voulait dire originellement la force de vie. Et quand il y a force de vie, me semble-t-il, il y a désir, ou quand il y a désir, c'est qu'il y a force de vie. Alors pour nous aider à interroger cette vivacité de la langue, on a un plateau particulièrement intéressant avec une grande diversité, c'est bien le moins quand on parle de langue, une grande diversité puisque nous allons successivement interroger Egidio Marsico, qui est ingénieur de recherche au laboratoire dynamique du langage CNRS Université Lyon 2, mais qui est surtout, j'allais dire, le chargé de médiation scientifique de ce labo, à qui l'on doit d'avoir coordonné un jeu qui s'appelle le Cosmopolite, dont un jeu qui se trouve dans toutes les bonnes maisons où l'on trouve des jeux où l'on peut entendre pas moins de 60 langues des 5 continents. Lui succédera Michel Baird, qui est lui aussi maître de conférence à ce même labo dynamique du langage, CNRS Lyon 2 toujours, et qui lui travaille spécialement sur les langues en danger, et notamment travaille sur les langues en danger dans notre propre territoire oralpin, comme on dit en Auvergne-Rhône-Alpes. On aura l'occasion de l'interroger à ce sujet. Troisième intervenant dont nous regrettons bien qu'il ne soit pas physiquement parmi nous, mais grâce à la technique, il peut être avec nous, c'est Alessandro Perissinotto, qui se trouve à Turin, où il enseigne à la faculté des sciences de l'éducation, mais c'est un écrivain qui a écrit non seulement des livres romans historiques qui plongent dans la vie du Piémont, parfois au XVIe siècle, parfois au XXe siècle, et qui est également, ne répétez pas, sous le pseudonyme d'Arnaud Sarr, écrit des policiers. Voilà. Et puis, dernière invitée, last but not least, comme il ne faut pas dire, Aurélia Lassac, qui est poète, et qui nous vient du Lot, du Quercy, et qui est une poète qui a la particularité d'écrire à la fois en occitan et en français. Elle nous donnera les raisons qui l'amènent à s'exprimer dans ces 2 langues, et elle nous fera entendre également entre chacune des interventions des extraits de ces poèmes. Voilà.
Alors, pour commencer, vivacité de la langue, peut-être s'interroger, et là je me tourne vers Egidio, peut-être s'interroger sur la langue. De quoi parle-t-on, si j'ose dire, quand on dit la langue? Alors, une façon assez générale de définir une langue, c'est de dire que c'est le système de communication des êtres humains. Ce qui permet donc nous on parle de faculté de langage, et ça nous définit en tant qu'espèce, dans la mesure où on n'a pas d'autres espèces animales qui utilisent un code qu'on appelle articulé, c'est-à-dire un code où on va mélanger des petites briques de base pour constituer des unités plus grandes, et ainsi de suite, pour structurer notre parole. Ce qui veut dire que la compétence linguistique est universelle chez tous les êtres humains. C'est ça. Tous les Homo sapiens parlent. Exactement. Donc c'est une faculté qui est partagée par tout le monde, mais qui se matérialise avec ces grandes diversités des populations. Une diversité, on a une idée du nombre de langues qui se parlent sur la planète? On a une idée, on n'a pas un nombre précis, on a un intervalle, on dit souvent entre 6 et 7 000 langues qui sont parlées sur le globe. Et alors comment on fait pour compter? Alors le comptage est un peu compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un peu des organismes vivants, c'est-à-dire qu'il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, Michel en parlera. Du coup, à un moment donné, dire le nombre de langues, ça sera toujours une approximation, on ne connaît pas la situation exacte. Un autre élément, c'est que y a certaines langues qui ont plusieurs noms. Alors ça dépend si vous demandez à ceux qui la parlent, si vous demandez aux voisins, aux linguistes qui viennent la décrire, et vous pouvez arriver comme ça à avoir plusieurs noms pour une même langue, ce qui peut un peu fausser les données au final. Et puis, il y a cet éternel débat entre langue et dialecte, sur lequel on ne va pas s'attarder, mais qui fait que toutes les langues sont avant tout des dialectes, mais il y a des dialectes où il y a de l'intercompréhension et on peut mettre un petit chapeau langue dessus. Et du coup, ça vous permet deux niveaux de comptage. Et selon comment vous quantifiez cette intercompréhension, vous avez plus ou moins de langues, plus ou moins de dialectes. Voilà. Et alors ces langues, elles sont parlées sur les 5 continents. Il y a des langues sur les 5 continents. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui peut différencier une langue d'une autre? Est-ce que, par exemple, toutes s'écrivent? Alors non, ça c'est une idée aussi qu'on peut avoir intuitivement. Quand on est dans une société où on a une écriture pour notre langue, c'est de penser que c'est assez naturel. D'ailleurs, quand on demande à des élèves en médiation qu'est-ce qu'une langue, souvent ça s'écrit, donc c'est quelque chose qui est assez naturel quand on écrit une langue, mais au final, seulement 2% des langues ont un système d'écriture, ce qui fait que la très très grande majorité des langues, c'est ce qu'on appelle des langues à tradition orale. Donc tout se transmet, l'histoire comme les connaissances, via l'oralité, sans écriture. Et alors, qu'est-ce qui les différencie, ces langues, qu'elles soient orales ou écrites? On a plusieurs niveaux de différenciation. Déjà par rapport à ce qui est sur le globe, il y a une très grande disparité dans la distribution des langues. Puisqu'on va compter environ 2000 langues en Afrique, seulement 200 en Europe, près de 1800 en Asie. Donc il y a une grande diversité, même au niveau des pays, puisqu'on va avoir la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui va avoir plus de 800 langues, l'Indonésie plus de 600, le Nigeria plus de 450. Donc on a, et puis à côté de ça, quelques États qu'on peut qualifier de monolingues, comme Cuba ou les deux Corées. Donc on a une première différenciation là-dessus, aussi sur le nombre de locuteurs. C'est-à-dire que la situation qu'on connaît en France avec une langue parlée par des millions de locuteurs, là c'est finalement une situation minoritaire quand on regarde la diversité des langues. Il faut savoir que 95% de la population mondiale parle seulement 5% des langues. C'est-à-dire que si on prend le chiffre de 7000, 95% des 7 milliards d'individus parlent 350 langues. Ce qui veut dire qu'on a 305 personnes qui se répartissent sur les 95% de langues qui restent. Donc la situation majoritaire, c'est d'avoir des communautés linguistiques de quelques milliers d'individus, quelques centaines, quelques dizaines, et trop souvent, malheureusement, moins d'une dizaine. Voilà, donc on a ce genre de différence
ce sont des généralités un peu sur la distribution des langues. Et donc les humains sont souvent bilingues, souvent plurilingues? Oui, ça aussi, c'est aussi une intuition qu'on n'a pas forcément quand on interroge le grand public. Nous, c'est plus de 50% de la population est au moins bilingue. Hein. Et c'est pas rare du tout de rencontrer des gens qui vont, dans leur quotidien, avoir 4, 5, 6 langues différentes qu'ils vont utiliser en fonction du contexte. Donc c'est ce qu'on observe aussi dans le plurilinguisme, c'est que c'est assez fonctionnel. En fonction de ce qu'on fait, là on va utiliser une langue plutôt qu'une autre. C'est pas tant qu'un jour on se réveille dans une langue, le lendemain dans une autre, c'est distribué fonctionnellement. Et alors en termes peut-être de sémantique, de structure, les langues c'est aussi très différent, où il y a des constantes, des invariants, alors, des universaux, vous appelez ça? Oui, il y a des universaux. Depuis le milieu du XXe siècle, on a commencé à chercher des universaux. Et au début des années 2000, il y a quelqu'un qui a dit bon, les universaux, on n'en trouve pas tant que ça. Vaut mieux s'intéresser à la variation. Et donc la variation semble être ce qui caractérise cette faculté de langage. Du coup, on va retrouver de la diversité au niveau structurel entre les langues à tous les niveaux. Alors ça peut être au niveau des sons, donc c'est le domaine qui m'est le plus familier. On peut avoir des langues qui vont avoir 11 sons. Alors, on prend 6 consonnes, 5 voyelles, et on a réglé le problème des sons utilisés dans la langue. Et avec ça, on parle tout aussi bien que d'autres langues qui vont en avoir 140. Donc ça, c'est une grande diversité. On peut aussi, dans la façon de combiner les sons, en japonais, on sait que les syllabes, c'est une consonne plus une voyelle. Alors que, en français, on peut avoir une voyelle, plusieurs consonnes au début de la syllabe, plusieurs consonnes à la fin. Donc une grande diversité au niveau des sons, mais au niveau aussi de ce qu'on appelle la morphosyntaxe, c'est-à-dire la façon de combiner ces petits sons pour faire des mots. Alors il y a des langues qui vont avoir tendance à isoler les unités de sens, bien les séparer, d'autres qui vont les agglutiner, d'autres qui vont même les fusionner. Et puis dans l'ordre des constituants de la phrase aussi. Nous on parle avec sujet, verbe, objet. L'ordre le plus fréquent c'est sujet, objet, verbe. Et puis pour citer le grand philosophe Maître Yoda, on peut aussi mettre l'objet avant et dire lire en toi, nous pouvons. Mais ça c'est très très peu de langues qui font ça. Voilà. Et tu parlais de sémantique, et effectivement, on a aussi des différences au niveau sémantique dans la façon que les langues vont avoir d'encoder le monde finalement. Et donc on dit que chaque langue c'est une vision du monde, dans le sens où ça va encoder son quotidien, son histoire, et donc on va avoir des différences. Par exemple, certaines langues vont avoir un mot pour désigner quelque chose. Dans une autre langue, il faudra faire une phrase entière. Mais toutes les langues vont quand même pouvoir tout dire. Ça, c'est important. D'accord, merci Egidio. Peut-être les autres intervenants ont besoin, envie de poser une question ou d'intervenir à leur tour. Aurélia, Michel, Alessandro? Non? On a le fond d'écran de cette vivacité de la langue. Ce que l'on retient, c'est l'extrême diversité sur les 6 ou 7 000 langues que l'on peut estimer et de l'extrême inventivité, finalement, créativité dont a fait preuve l'humanité pour essayer d'exprimer le monde et d'exprimer sans doute son rapport aux autres. Alors c'est peut-être ce que font les poètes, et on va peut-être demander à Aurélia une première respiration poétique, on peut l'appeler comme ça? Avec plaisir. Alors, du fait de la fermeture de toutes les salles et de tous les lieux publics et que les poètes restent dans leur salon, j'ai oublié mon livre. Voilà, donc je vais lire des extraits de mon dernier recueil qui est paru aux éditions Bruno Doucet. Donc, je crois qu'on verra on a parlé de cette anthologie sur le désir tout à l'heure. Voilà, en quête d'un visage, et c'est juste pour dire un mot, les quelques fois où je lirai, j'ai pioché dans le livre et dans un dialogue entre Ulysse et une femme qui n'est pas nommée, et donc, qui s'appelle Elle. Ulisses, te voli retrubadrollo, retruba aqueles chur diventados que escalpraban ta cabelladuro de saplo e de sal. Alaro ganhavos macauno da pacet, que rimiresse ta coffo e ta mineschero. Parlavos pa mai, fazios de gestes larg,
L'usulel di Tuneschino fazia smoure las umbros e tape la vireino. Valienguliamas man de drole d'aretanucco, portata caro come un calice e danza come un sec. Voli fregato un pedina pusco freddo e che turire mi devore. Voli dormi cambelios e che lai cabros da valen lussere per annunziare l'assero. Te voli bei reparti e de murassul per recueillir al bruch de lai campanos animalos, lai perlos de saplo e de sal casudos de tus pelces. Ulysse, je veux te retrouver enfant, retrouver ces jours de grand vent qui sculptaient ta chevelure de sable et de sel. Alors tu rejoignis mon antre à pas lents pour que j'admire ta coiffe et ton allure étrange. Tu ne parlais plus, tu faisais de grands gestes. Le soleil dans ton dos, tu déplaçais les ombres et je t'appelais reine. Je veux glisser mes mains d'enfant derrière ta nuque, porter ton visage comme un calice et danser en aveugle. Je veux frôler ton pied dans la poussière froide et que ton rire me dévore. Je veux dormir quand tu veilles et que les chèvres dévalent la colline pour annoncer le soir. Je veux te voir partir et rester seule pour recueillir au son des cloches animales les perles de sable et de sel tombées de tes cheveux. Merci Aurélia de nous faire entendre cette poésie dans les deux langues. Voilà. L'occitan, je crois, Michel Bert, c'est une langue que tu connais bien et qui fait partie de ces langues régionales en France, que l'on dit régionales en France. C'est aussi une langue qu'on parle dans quelques vallées du Piémont où se trouve Alessandro. C'est aussi une langue qu'on parle dans le Val d'Aran, du côté espagnol. Alors peut-être revenir sur l'état dans lequel se trouvent les langues au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La vitalité des langues. Oui, si toutes les langues sont égales du point de vue linguistique, et ça on ne peut pas faire de hiérarchie, elles sont toutes construites sur le même modèle, comme Egidio le disait, toutes les langues après tout elles peuvent se ramener à un sujet, verbe, complément, dans un ordre qui diffère selon les langues, mais elles sont par contre inégales d'un point de vue social. Il y a des langues qui ont plus ou moins de prestige. Il y a des langues qui bénéficient de l'écrit, d'une littérature. Il y a des langues qui sont enseignées à travers le monde. Le français, par exemple, bénéficie d'un prestige. Donc socialement, elles ne sont pas à égalité. Et il y a une concurrence, une compétition. Et de cette compétition de plus en plus forte avec la globalisation, il y a une menace sur énormément de langues du monde. Ouais. On a une idée de l'ampleur de cette menace? Petit à petit, ça s'est affiné. On a pris conscience il y a quelques décennies, mais on sait maintenant, aujourd'hui, qu'au moins la moitié des langues du monde vont disparaître. Et on a un critère très simple, c'est la transmission. Si aujourd'hui la langue n'est plus transmise, dans un siècle, elle n'est plus parlée. C'est donc la moitié des langues qui risquent de disparaître. Et c'est donc des langues, on a souvent l'idée que des langues en danger, c'est des langues parlées par quelques locuteurs en Amazonie ou en Polynésie, mais donc 3000 sur 6 ou 7000, c'est pas seulement dans ces îles lointaines ou dans ces forêts amazoniennes. Le phénomène... En France, qu'en est-il? Alors en France, le français est hégémonique. Mais il y a, pour ce qui est de la métropole, simplement au moins une dizaine de langues régionales. Et pour la région qui nous concerne, le franco-provençal autour de Lyon, Saint-Étienne, mais jusqu'en Italie. Et en Suisse romande aussi. Et puis après tout, un tiers de la France, du territoire de la France, sur le tiers sud de la France, on parlait occitan. Et là, donc la situation est égale pour ces deux langues?
L'occitan est très connu, il est étudié à travers le monde, enseigné même à travers le monde, au Japon, aux États-Unis. Il a une littérature prestigieuse. La littérature en France, elle a commencé en occitan, en réalité. Même si on ne l'apprend pas aux enfants. Il y a un mouvement militant très ancien, très fort. Pour le franco-provençal, la situation est plus fragile. D'abord, c'est une langue qui est parlée sur 3 pays. Son nom même est un peu ambigu. Franco-provençal, ça évoque l'idée d'un mélange. On est d'accord que c'est une langue. C'est bien une langue. Pas un mélange d'occitan et de français. Non, non, elle a été nommée d'une manière malheureuse. Il y a eu des alternatives, c'est encore le terme peut-être le plus fréquent, mais il y en a un autre qui répond à occitan, c'est Harpiton. Qui vaut plus pour les Savoyards. Peut-être plus utilisé en Savoie, au Val d'Ost, peut-être, oui. Il y a un corpus littéraire qui est plus petit, qui est réputé plus mineur. Il n'y a pas eu de troubadour en franco-provençal. Et les locuteurs eux-mêmes ne connaissent pas le nom de leur langue. Le seul nom qu'ils connaissent, c'est patois. Et ils n'ont pas l'idée d'un espace qui irait de Saint-Étienne jusque dans la vallée d'Ost ou de la Suisse. Donc c'est évidemment un élément de fragilité. Et par exemple, Aurélia, quand tu entends ce que dit Michel Bert sur la situation du franco-provençal, tu te dis peut-être que l'occitan est dans une position plus favorable. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se retrouver entre les gens qui défendent justement la diversité linguistique? Oui, alors voilà, on peut se retrouver volontairement entre occitanophones. Oui. Voilà. Et on a cette chance que le passé prestigieux littéraire de la langue fait qu'elle est aussi connue à l'étranger. Ça, j'ai pu bien m'en rendre compte. Mais néanmoins, en France, il n'y a plus de territoire où on peut, de manière vraiment spontanée, aller dans telle ou telle rue, parler occitan et trouver quelqu'un qui nous répond. Voilà. Et après, il y a des lieux préservés, il y a des cercles, il y a des groupes, etc. Par contre, moi, j'ai vécu l'expérience dans le Piémont. Je vais pas prendre trop de temps, mais à un jeune homme de mon âge en italien, pensant que c'est la langue dans laquelle il fallait que je m'adresse à lui. Et au bout de quelques minutes, il m'a demandé pardon, il m'a demandé de poursuivre en occitan parce qu'il parle mieux occitan. Voilà. Donc, voilà un territoire où il est parlé. Mais la situation du franco-provençal est également plus favorable en Italie. La vitalité est plus grande. Il y a encore des enfants au Val d'Ost qui parlent franco-provençal, alors qu'ici, sur le territoire français, ce n'est pas le cas. Et ça tient sans doute à la politique linguistique respective des deux pays. Oui. Un pays très centralisé et qui promeut un monolinguisme généralisé, la France, et un pays beaucoup plus ouvert, l'Italie. Qui accèdent, qui a plusieurs langues officielles, qui ont un statut particulier dans différentes régions. Alessandro pourra sans doute en parler. Très bien, oui. Même si depuis 20 ans tout juste, depuis 2001, au sein du ministère de la Culture, l'organisme qui s'appelait la Délégation générale à la langue française a ajouté et aux langues de France à son intitulé, et la France a inscrit que les langues régionales faisaient partie du patrimoine de la nation. Mais bon, c'est pas facile de revenir sans doute sur 2 siècles comment on peut dire, de combat pour l'unicité linguistique, pratiquement. Hein. C'est ce qui s'est passé pendant 2 siècles. Ben, peut-être peut-on, à moins que Michel tu veuilles reprendre, mais tu auras peut-être l'occasion après les interventions d'Alessandro et d'Aurélia. Aurélia, on peut de nouveau avoir le privilège d'entendre cette langue occitane. D'accord, je donne la parole à la femme cette fois-ci. Ello, a tal, serai tafenno, luen de tutto memorio, ublidaran lume unu, escafarai la trasso, ma se na questo nuec de nosso, sa questo nuec profano, serai ta solo guido. Cringo spasa queste verticce, basto de se prene la ma e se runza ensemble, al de là del buide, alaro saupras che se imparie, an aquestes ausels feruces che per casso nu rumbro.
elle. Je serai donc ta femme, loin de toute mémoire. On oubliera mon nom, je prendrai soin d'en effacer la trace. Mais en cette nuit de noces, en cette nuit profane, je serai ton seul guide. Ne crains pas ce vertige. Il suffit de se prendre par la main et se précipiter ensemble au-delà du vide. Alors tu sauras que nous sommes pareils à ces oiseaux farouches qui pourchassent leur ombre. Merci Aurélien, merci beaucoup. Alessandro, est-ce que nous sommes bien avec vous? Enfin, ou avec toi, mais je n'entends plus. Le parleur a dû s'éteindre. Je vous entends très bien. Est-ce qu'on entend? On ne l'entend plus. Enlève le haut-parleur, il faut l'allumer. Je vous entends très bien et je continue. Alors, Débranche la baffe sinon. est-ce que ça marche là? Ouais, Ah, formidable. je continue à vous entendre. Bon, très Et bien, on vous merci entend. beaucoup. Très bien, on Merci. entend enfin. Disais-tu, lors d'une conférence, quelqu'un a donné une définition de toi, disant que tu étais un écrivain piémontais aux prises avec l'italien. Alors, peut-être d'abord préciser dans quel contexte se trouve l'Italie sur le plan linguistique. Michel vient à l'instant de décrire le contexte français avec la difficulté qu'ont les langues régionales après 2 siècles de combat pour imposer le français. Quelle est la situation de l'Italie à cet égard? Bon, à cet égard, la situation italienne est vraiment très différente par rapport à l'utilisation des langues régionales, des langues étrangères qui sont parlées quand même en Italie. Je pense à la langue, aux langues d'origine germanique parlées dans le nord de l'Italie. Je pense au français, qui est la deuxième langue, ou la troisième si on compte le franco-provençal avec en Vallée d'Aoste. Et en plus, il y a une quantité de dialectes vraiment phénoménale. Des dialectes qui ont des particularités vraiment très, très locales. Je vous donne un exemple. Toujours dans le contexte franco-provençal, le piémontais, le dialecte piémontais est un dialecte d'origine franco-provençale. Donc, je vous donne un exemple d'une phrase très, très banale qui m'a été suggérée par mon adjoint ici. Donc, à Turin, si je dis « regarde le chat qui attrape le rat », je dis « guarda il gatto che piglia il ratto ». Assez facile. Mais si je me déplace dans mon village, dans la vallée de l'Anzo, quand on est à 50 km, je ne dis plus « guarda il gatto che piglia il ratto », mais je dis « guarda il chat che c'ha. Ah oui. Et c'est le même, mais on s'est déplacé d'une cinquantaine de kilomètres. Maintenant, le chat a suivi mon conseil et va chercher le rat. Donc, vous pouvez imaginer les différences de dialectes entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Je ne sais pas si notre public a eu l'occasion de suivre une série télé qui s'appelle Gomorra, et en italien, presque la totalité de l'Italie a suivi cette série avec les sous-titres, parce que
le dialecte napolitain, la langue de Naples, n'est pas compréhensible pour les italophones. Donc, dans cette situation, la langue régionale, la langue locale, est aussi un phénomène identitaire. Aurélia disait, c'est aussi assez difficile d'arriver dans un endroit en France et d'entendre parler l'occitan comme langue courante. Je vais chez le boulanger et je lui parle en occitan. C'est difficile. Bon, en Italie, en dehors des grandes villes, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'habitude. Je vais chez le boulanger dans mon village et d'abord je parle le dialecte. S'il y a quelques mots de dialecte qui ne me viennent pas à l'esprit, alors je cherche l'italien. Parce que parler le dialecte est tout d'abord non pas seulement communiquer, mais communiquer mon identité. Dire je suis ici en tant que client de boulanger, mais en tant que piémontais. Et je crois que l'immigration à l'intérieur du pays ont favorisé cette dimension identitaire. Je suis ce que je parle. Mais est-ce que pour autant ces langues ne sont pas elles aussi en danger? Là, on évoquait avec Michel la globalisation, la mondialisation, la mobilité même à l'intérieur du pays. Oui, évidemment, il y a des langues et des dialectes qui sont plus en danger que les autres parce qu'on n'a plus de transmission. Je vous donne un exemple. Ma femme est valdôtaine, donc une étrangère, et quand je vais chez ses parents, je suis l'étranger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux film avec Sidney Pollack, je dirais, devine qui vient à dîner. Donc, je suis l'étranger en tant que piémontais, et à nos enfants, on n'a jamais parlé ni le patois valdôtain, ni le dialecte piémontais, parce que on est soucieux d'un équilibre. Alors on parle italien. Et je crois que dans ma famille, nous restons la dernière génération de dialectophones. Nos enfants ne seront plus dialectophones. Et pourtant, quand vous écrivez, vous dites les romans, je les écris en italien, mais quand j'ai besoin d'exprimer mes sentiments, mes états d'âme, là, à ce moment-là, c'est le piémontais qui vient. Oui, parce que c'est le piémontais qui revient quand j'ai une approche non médiée et non méditée avec la langue. Donc quand je m'énerve en piémontais. Vous savez que les Italiens sont des conducteurs de voitures beaucoup moins polis que le français. Quoique. Même si, quand j'ai fréquenté le centre culturel français, ils m'ont dit que l'adjectif speedé est toujours lié aux Lyonnais. Je ne sais pas si les Lyonnais conduisent plus rapidement que les Stéphanois, mais c'est un débat qui... quand je dois envoyer quelqu'un à se faire foutre en voiture, j'utilise deux mots en piémontais. Mais non pas pour ne me faire pas comprendre, mais parce que c'est la langue sans contrôle qui émerge en moi. Mais je ne veux pas seulement rigoler, je dis que même des mots d'amour, même des mots
d'affection sont des mots que je trouve dans une couche, dans un strate du langage qui est un strate, une couche primordiale. Et cette couche primordiale, je l'ai appris en famille quand j'étais vraiment très très petit. Alors, j'ai vu que Michel réagissait. Tu veux éventuellement observer quelque chose ou... Oui, il y a des mots avec lesquels on a une relation, enfin qui a une dimension affective. On a tous une relation affective à ces langues, à sa langue. Imaginez que plus jamais elle ne sera parlée, être le dernier à parler la langue, c'est pas une expérience très, très agréable. La dimension affective identitaire, elle est vraiment importante. Alors, il y a quelque chose aussi, Alessandro, sur lequel tu aimes bien assister, c'est sur la question du métissage, d'une forme, je ne sais pas si on peut dire créolité, mais en tout cas métissage des langues, les échanges qu'il peut y avoir. Et oui, dans les situations géolinguistiques que je vous ai illustrées, le métissage est une contrainte. Vous imaginez quand dans mon village, une jeune fille épouse un garçon du village voisin, ils doivent trouver une langue commune parce que à distance de 5 ou 6 kilomètres, des mots sont déjà changés. Donc, dans le couple, mais dans la vie quotidienne, il faut toujours négocier le sens de mots. Plus la situation est composée, plus les mosaïques linguistiques a des espaces très, très étroits, et plus le métissage est l'habitude, parce que on doit toujours échanger. Mais la littérature en italien est née d'un métissage entre l'occitan et les langues péninsulaires. Et les langues telles que nous les connaissons aujourd'hui sont déjà le fruit du métissage. Donc, je suis d'accord, être le dernier parlant d'une langue est difficile, est triste, mais quand même, il faut penser qu'il y a déjà eu des autres derniers qui ont cédé la place à nous. Et donc, par exemple, et je mettais, si vous allez en Argentine, dans le nord de l'Argentine, vous entendez parler le piémontais en piémontais, qui pour nous piémontais est très difficile à comprendre, parce que le piémontais des immigrants qui ont quitté le Piémont au début du XXe siècle et qui n'a pas évolué parce qu'on n'a pas eu besoin de ce métissage qu'on disait. Donc, je suis très amoureux de mon dialecte, mais je sais que l'objet de mon amour a été l'objet d'une transformation. Et des autres se sont dit, dommage, personne ne parle plus ma langue. Et sa perte a donné la naissance de ma langue. Et la mort de ma langue donnera la naissance à des autres langues. Les langues sont vivantes, vivacité, elles se transmettent et elles se métissent. Alors je ne sais pas quelle langue Aurélia parlait Ulysse et elle, mais dans votre bouche, en tout cas, il parle occitan. Et français. Et français. Hein. Voilà. Alors moi je propose, justement, on parle de la langue occitane, je vous propose un petit texte que je vais tenter de vous lire, moi, en français. C'est un texte d'un poète, un autre poète occitan qui s'appelle Jean-Claude Forêt. C'est tiré d'un très beau livre de poèmes ou de chants, comme il dit,
en français un grand essaim de mots. Et le texte, je vais essayer de vous le lire. Donc en français, Aurélia va nous le lire ensuite en occitan. Jean-Claude Forêt écrit ceci. Le titre, c'est « Des mots, des mots, des mots ». Et il dit « Les mots de ce pays qui dormaient dans ma tête, que mes oreilles n'entendaient plus, que ma bouche avait perdu l'habitude de dire, que je m'étais résigné à oublier, les mots de ce pays que je croyais lettres mortes se sont mis à me parler, comme quelqu'un qui ramasse ses forces au dernier souffle. Un grand essaim de mots bourdonne à mes oreilles. La ruche est la demeure des abeilles, l'oreille est la maison des mots. Aurélia ? Voilà, alors je vais lire une ou deux strophes. Donc, mon dialecte est... Enfin, je parle la variante languedocienne de l'occitan, et là c'est du vivaro-alpin, donc je demanderai à tous ceux qui le parlent de me pardonner. Los mots de cau país que termien dens ma testo, que mes aurelios aviam plus, que ma buccio aiu plus l'abertio de lus dire, que mero resaugut ai subla, los mots de cau país que cresiau letros mortos, se buteron a me parla como qui ramasso sa forza o darie rufle, un gran eisan de mots, beliero a mas aurelios. La brucho es la maïzou de las abellos, l'Aurelio es la maïzou d'aus mots. Merci Aurélia. C'est vrai qu'en VO, ça a quelque chose de très émouvant. Jean-Claude Forêt, qui était mon professeur de lettres à l'université voilà. Paul Valéry et qui m'a fait notamment connaître le théâtre occitan. Ah ben voilà, c'est Voilà. le hasard des rencontres poétiques. Voilà, Aurélia, là, je sais pas, là, je lisais ce que dit ton éditeur, Bruno Doucet, et il dit ceci. Aurélia Lassac s'exprime en deux langues, le français et l'occitan, sans que l'on sache toujours, dans le cours limpide de son écriture, quelle est la part de l'affluent et celle du confluent. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette présentation, ou est-ce que de ces deux langues de poésie, l'une est plutôt le fleuve et l'autre plutôt la rivière qui se jette dans le fleuve? C'est une simple question de temporalité. C'est-à-dire que je suis entrée en poésie en langue occitane. Donc l'occitan est clairement ma langue mère en poésie, et pourtant ça n'est pas ma langue maternelle, puisque ma langue maternelle est le français, bien que... Oui, c'est ça. On peut dire que l'occitan est ma langue paternelle, puisque c'est mon père qui m'a enseigné cette langue. Et rapidement, un ami anglais m'avait demandé un poème pour un concours de poésie qui se tenait en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'écrivais pas de poésie. J'avais 18 ans. Et comme c'était un concours langue romane, je me suis dit, tiens, je vais écrire en occitan. C'est là que j'ai découvert que j'aimais ça, écrire des poèmes en occitan. J'étais évidemment déjà occitanophone. Et donc, voilà, a posteriori, j'ai compris que peut-être, si quand j'étais face au défi d'écrire un poème, j'ai choisi cette langue-là, c'est justement parce que c'était pas ma langue maternelle. Parce que c'est une langue dans laquelle je n'avais pas hérité de toutes les limites, si je puis dire, que la langue maternelle va poser sur le réel, puisque c'est la langue dans laquelle, quand on est enfant, on apprend que les arbres ne peuvent pas voler, ce genre de choses, on l'apprend dans notre langue maternelle, et puis aussi on apprend la littérature dans notre langue maternelle, et c'est pas toujours, pour la poésie, c'est pas toujours heureux. Vous savez, la manière dont on va décortiquer les textes pour comprendre leur mode de fonctionnement. Et donc, en fait, c'était une langue qui était libre, qui était complètement affranchie pour moi de tout ça, l'occitan. Mais ça aurait pu être une autre langue. Voilà. Et donc, j'ai découvert la poésie dans cette langue-là, donc qui est quand même par ailleurs la langue des troubadours, etc. Et puis, j'ai poursuivi jusqu'au premier recueil qui était uniquement en occitan. C'est un petit éditeur, mais extraordinaire toulousain qui s'appelle Letros Doc, voilà, qui m'a publié Cinque no Sazu. Et puis, je me retrouve à partager mes textes. Et je ne peux pas. Je suis invitée au festival à l'époque de l'ODEV, et puis je lis mes textes en occitan, qui n'existaient qu'en occitan, et puis je suis très embêtée parce que j'aimerais les faire entendre en français aussi pour que tous les lecteurs qui ne parlent pas occitan me comprennent. Voilà. Et se pose la question de... La traduction. Ouais.
Voilà. Donc il est logique, en vivant en France, en écrivant en occitan, de penser au français. Et donc on me propose de me traduire. Et puis je trouvais ça... Enfin déjà, j'essaie de me traduire... Oui, non, on me propose de me traduire, je trouve ça terrible. J'essaie de le faire et ça ne me satisfait pas du tout. On raconte que Mistral s'était volontairement sous-traduit en français pour laisser vraiment toute la... Bon, bref, mais moi je voulais juste bien me traduire, mais j'y arrivais pas. Et donc, c'est là que j'ai développé cette méthode de composition qui est bilingue. C'est-à-dire que, bon d'accord, il y a une langue qui vient avant l'autre à un moment donné. Donc, je vais écrire par exemple 2 ou 3 vers en occitan. Et puis, je vais les traduire en français. Mais au moment où je passe au français, je réécris. Hein, parce que pensant en français, avec les sonorités et les codes et tout ça du français, l'univers d'image du français, je réécris. Donc, je traduis et je réécris tout en traduisant. Donc, je vais corriger, réécrire à partir du français. Et comme ça, tout le poème, je le compose dans un dialogue constant entre les 2 langues. Donc, d'écriture, traduction, réécriture, etc. À la base, j'avais 2 feuilles, une pour chaque langue. Et puis, à un moment, ça devient compliqué. Et à la fin, j'ai un poème original en 2 langues. Et il n'y a pas du tout... D'ailleurs, ils sont toujours face à face. Mais il n'y a pas du tout une version qui est la version originale. Voilà. Oui. Donc, c'est pas de la traduction. Quand on dit édité en bilingue, c'est vraiment 2 langues. C'est composé en bilingue. Voilà. C'est aussi composé en bilingue. Le français n'est pas la traduction de l'occitan parce qu'il y rentre cet univers qui vient justement de la langue française. Et quand tu réécris ou tu écris le poème en français, du coup il y a un autre univers, un autre imaginaire qui vient influer sur l'acte de c'est jamais à l'échelle du poème, c'est beaucoup plus... Oui, bien sûr. Ouais. Ah, oui. Voilà. Ah, d'accord, voilà. C'est bon. Donc, est-ce que quand tu travailles avec des gens qui justement travaillent sur la question de la langue maternelle, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ou est-ce que la façon dont tu procèdes, ou est-ce que c'est quelque chose que tu trouves rarement chez les autres poètes de langue maternelle? Parce qu'il y a des poètes, je vais plutôt vous parler des poètes bilingues. Oui. Alors c'est vrai que la plupart des poètes bilingues que j'ai pu rencontrer étaient dans une situation comme la mienne, de bilinguisme entre une langue d'État et puis une langue minorée. Oui. Ou bien ce sont aussi des poètes, et c'est pas du tout le sujet, c'est tout simplement des poètes exilés par exemple, et donc qui parlent la langue de leur pays d'origine et puis la langue de leur pays d'accueil, leur nouveau pays. Après, on va avoir des gens comme Alessandro qui vont avoir, en l'occurrence en littérature, certains qui vont écrire la poésie dans une langue et la prose dans une autre. Certains qui vont écrire dans une langue et se traduire dans l'autre. Et puis voilà, d'autres qui vont être sur des procédés de composition un peu plus proches du mien. Voilà. On peut demander à Alessandro, comment tu réagis aux propos d'Aurélia? Bon, Aurélia l'a dit tout à l'heure. La prose et la poésie sont 2 domaines vraiment différents par rapport à plusieurs choses, mais surtout par rapport à l'utilisation de la langue. Dans la prose, il faut toujours utiliser, par exemple, des connectifs. Il faut utiliser une syntaxe qui, la poésie, nous permet de briser parfois. Et donc, je crois que écrire en prose dans un dialecte est beaucoup plus difficile que écrire en poésie. Mais pour moi, c'est difficile d'écrire de la poésie dans n'importe quelle langue. Je suis complètement incapable d'écrire un seul verbe, un seul. Et donc, je suis d'accord avec Aurélia. Et pendant qu'elle parlait, j'ai essayé de trouver un poème en piémontais. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une chanson que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous voulez entendre le son du piémontais, du dialecte piémontais. Cette chanson s'intitule
à Cesare Diacuni, au numéro 6 de la rue Cuneo, e di al Cesare Diacuni, Lena Caveglia, che neanche una volta l'era nembela. Davanti al portone, due vale cimana, paravo i cantoni dai crepi cartoni che entravo e cariavo gli scarti di metallo dentro quell'officina, là in fondo alla cour con l'esterne piantant salbatue. Je crois que vous n'avez rien compris. Même si on parle d'intercompréhension, difficile. In italien ça sonne come ça. Il 6 di Via Cuneo è una casa vecchia che neanche una volta non era bella. Davanti al portone 2 palle di cemento riparavano gli angoli dai colpi dei carri che entravano e caricavano gli scarti di metallo dentro l'officina in fondo al cortile. Un cortile con le pietre piantate sulla terra. J'essaie de vous la traduire en français. Le 6 de la rue de Cuneo, aussi, il y a une vieille maison. Une maison que n'était belle même pas autrefois. Devant la grille de balles de béton répare le... je me suis planté. Bon, c'était pour vous faire entendre des sons différents dans la même ville. Très bien, merci Alessandro. Peut-être va-t-on clore avec l'histoire d'Ulysse et Oui, d'elle. on ne pourra jamais. Non, on ne pourra jamais clore Très l'histoire ambitieux, d'Ulysse et d'elle. Michel. Oui, oui. Mais allez, on va lui donner encore la parole à elle parce que... Oui. Porti un braccioletta cadupe, cal dire che fa un po' come boli, pas d'homme, pas de num, pas de filacchi, tutto solo sull'areino. Oh, m'appellavo a tal Ulysses l'areino. La cosa che compariu è un po' tutto che sui. Es aquello che la paraulo a un rei, e subenuen on de cavals. Non palus cavalun de la montagna, non de cavals grandaces raubazza de Perrier. Am de bravos mais si lucal soli d'aquí un repauso la testo. Baqui, las parets un autos, se danso a son entour, mas elo danso pas jamais. Y a pas de musique, pas de bus foro la meuno. Y a belu miral, mas ei mentit boli pa mi veire, beleu lu bira cap al cel, ou un bel ciur parti e lu planta aquí. Ben facio à la porte. Je porte un bracelet à chaque pied. Il faut dire que je fais un peu comme je veux. Pas d'homme, pas de nom, pas de fils. Là, toute seule, je suis la reine. Oui, il m'appelait comme ça, Ulysse. C'est beaucoup pour moi, c'est un peu tout moi, la reine. C'est celle qui a la parole. Elle a un roi. Il est souvent loin, avec des chevaux. Non, pas les petits chevaux de montagne, non. De grands chevaux, volés à des tailleurs de pierre, avec de grosses ganaches et le cou solide, là où est plantée la tête. Voilà. Les murs sont hauts. On danse tout autour d'elle, mais elle ne danse jamais. Il n'y a pas de musique, pas de voix, sauf la mienne. Il y a bien le miroir, mais j'ai menti. Je ne veux pas m'y voir. Peut-être le tourner vers le ciel. Ou un jour partir et le planter là, bien face à la porte. Merci, Merci. Aurélia. Merci. Alors, Aurélia, on va pouvoir l'entendre avec Mariona Sagara Trias. Bravo. Voilà. De Catalogne. On entend de la Catalogne là, hein, oui. Dans un duo qui s'appelle Luna Luba. Voilà, donc c'est de l'occitan, ça aussi. Oui, ou c'est du ça, catalan. oui, C'est un un peu mélange. les deux, mais vous savez, on Voilà. est très proches avec les Catalans. Voilà. Et c'est le troisième acte de cette soirée là sur la vivacité de la langue, poésie et chant. Et je crois que c'est à 21h qu'on entendra, on Voilà. pourra entendre tout ça. Il y a un poète provençal, mais qui a écrit en français des très belles choses, c'est René Char.
qui disait « Dans mon pays, on remercie ». Eh bien, merci à Alessandro, à Michel, à Egidio, Merci. et merci à Aurélia. Merci et vive le magnifique printemps. Merci. Merci Michel.